avec un S à sport. Logos FM. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM pour l'émission avec un S à sport, la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Xavier Demey, le président du Clermont Auvergne Athlétisme. Bonsoir Xavier, comment vas-tu ? Bonsoir à toi, ça va très bien, merci. Bon, Antoine Lafont qui est de retour, qui va nous expliquer comment Lenny Martinez va pouvoir gagner le Tour de France cette année. Eh ben écoute, j'espère que ta prédiction sera vraie. Comment vas-tu ? Ça va et toi Fabrice, content d'être de retour ? Eh ben oui, tu nous as manqué et on est super content de te revoir. Et puis Maxime Secalo, bien sûr, qui lui ne regarde plus le western, mais il sait que Geronimo en a fait une grosse hier. Même il garde le sourire. Hein. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, salut à tous. On peut pas trop lui en vouloir vu la saison qui sort avec l'OM. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé que ça soit peut-être plus en début de saison que pour un match avec l'importance qu'avait la rencontre d'hier soir. Ça peut arriver. Ouais, c'est ça. C'est un être humain. Ouais, c'est ça. Tout le monde est humain, mais bon, il n'a pas été aidé par la défense non plus. Donc je pense qu'on ne peut pas trop lui jeter la pierre non plus. On en parlera un peu plus tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et puis j'en profite, on a parlé un petit peu football, j'en profite pour faire un petit coucou à un ami, Marc Dalfrat, qui aime bien la S Saint-Etienne. Il est comme moi. Voilà. Il souffre cette saison. Alors Xavier, donc tu es le président de ce beau club qui est le Clermont Auvergne Athlétisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne le Clermont Auvergne Athlétisme ? Alors le Clermont Auvergne Athlétisme, c'est depuis 2002 le regroupement de 5 clubs. Pour ceux qui connaissent le Stade Clermontois et l'ASM à la base, suivi de Cournon, Serra et Delande. Donc ça a été l'accumulation de ces 5 clubs. À l'origine, c'était surtout de l'athlétisme de piste qui s'est ouvert de temps en plus sur le sport santé et maintenant tout ce qui est course de trail, de montagne, course de durée et course hors stade. Ah ok, ça c'est une très bonne info. Combien de licenciés ? 1187 licenciés à ce jour. C'est un super grand club. C'est l'un des plus grands clubs de France. Ah, génial. Et en tant que président, j'imagine que t'as pas le temps de t'endormir, quoi. L'athlétisme reste encore un sport amateur, donc ça laisse quelques heures dans la nuit, mais sinon, pas mal de choses à régler. Pas trop de soucis ? Comme dans tous les clubs. Parce que j'ai un ami qui m'a dit être président, c'est 95% d'emmerde et 5% de plaisir, donc je sais pas où t'en es, toi, par rapport à ça. Je vais te dire 99% d'emmerde, et le pourcentage, ça sera... je dirais à la fin du 18 mai, notre grosse journée à 17h au moment des résultats. Et bah tu vois, Cyril Fauché, si tu nous écoutes, le record est battu. Antoine et Maxime, ou Maxime, est-ce que vous avez une question ? Antoine ? Je l'écoute parler, il va se passer quoi le 18 mai ? Donc le 18 mai, c'est ce qu'on appelle la finale des interclubs. Les interclubs, c'est le championnat par équipe de l'athlétisme, de la féminine du athlétisme, où on regroupe toutes les disciplines sur une seule journée. Et on fait donc un championnat de France de cet ensemble. C'est quoi l'objectif sur cette journée ? Donc de l'année dernière, on était dans le top 8. On a été rétrogradé dans la deuxième partie de l'élite. Et cette année, l'objectif, c'est d'être dans les 2 premières places pour retrouver l'élite principale. C'est une nécessité, ça, pour le club de remonter ? Ça a toujours été une nécessité, et je dirais c'est un peu marqué dans le marbre. Ouais. Et pareil avec la municipalité, ça a toujours été le marqueur qui permet de jauger de la santé du club. D'accord. Maxime ? Oui, Xavier, moi par rapport aux athlètes présents le 18 mai, il y a forcément des têtes d'affiche, j'imagine, qui ont plus de chances de performer. Est-ce que toi, ton ressenti par rapport à cette journée, est-ce que honnêtement tu vois des sports, des disciplines plutôt qui vont pouvoir performer vraiment, où il y a beaucoup d'attentes derrière, sans mettre de pression à personne, hein, bien sûr, hein. C'est une accumulation de 80 athlètes. Il y a plus de 80 performances le jour J. Les cotations se font sur des tables à plus de 1000 points. L'année dernière, on est descendu pour une petite dizaine de points. La montée peut se faire dans n'importe quel sens. Des centièmes sont à gratter, des centimètres sont à gratter.
C'est l'accumulation de tout le monde. Après, le temps peut jouer, s'il fait beau, s'il fait mauvais, un athlète qui se blesse. Je ne parle pas des faux départs, là, ça fait un 0, ça fait une bulle pour tout le monde. Mais les athlètes de haut niveau, certes, apportent beaucoup de points, mais c'est le cumul de tout le monde. C'est les détails, en fait. Tout va se jouer dedans. C'est la somme des détails. Est-ce qu'il y a une retransmission télévision, radio, chaîne YouTube ? La fédération a une chaîne de télé depuis quelques années, en partenariat avec l'équipe, mais l'élite 1 doit être retransmise, mais ils sont surtout sur les championnats individuels. D'accord, ok. Tu suis, toi, tes athlètes, par exemple, comme Sacha Zoya, comme Yann Chaussinan, Charlotte Dumas et des autres, hein, parce que, bon, nous, on connaît eux, mais Ruben Gado, moi, je le connais depuis un moment, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que toi, tu les suis au quotidien, ou peut-être tu les vois une fois par semaine, une fois par mois? Comment ça se passe? Alors, sur l'ensemble, je ne peux pas tous les croiser. Bien sûr, parce que 1787, ça fait du monde. Sachant comme on est sur 5 clubs, on a plusieurs sites d'entraînement. Hein. D'accord. La base qui est le Stadium Jean Pelez, mais il y a Marcombe, il y a la Gautière, Serra, Cournon, Hollande. Chacun a son site d'entraînement, donc plus les athlètes qui s'entraînent à l'extérieur. Hein. Sacha, qui lui est sur Paris, aujourd'hui en tournée aux États-Unis. Donc de croiser tout le monde, c'est pas possible. Le moment où on essaye de tous se voir, c'est 1, les interclubs, 2, les championnats pour les personnes qualifiées, et après, j'irai l'Assemblée Générale comme toute association. D'accord. Est-ce que mes amis ont une question ou pas? On parlait de Sacha Zoya pour lui passer un petit coucou et le féliciter pour son record personnel à Miami au Grand Slam. Donc il avait déjà fait une belle perf, il me semble, aux États-Unis où il avait pris un petit chèque de 100 000 euros. Sur 100 mètres plats. Voilà, c'est ça. Et donc là, il réédite pour le 110 mètres, il me semble. Il bat son record, mais il termine deuxième de la course. C'est ça, mais il bat son record personnel en carrière, donc c'est bien pour la suite, pour lui. Donc voilà. C'est, j'irais, la problématique de tous nos athlètes de haut niveau. Les championnats du monde, pour eux, l'objectif de cette année, c'est Tokyo. Les championnats seront en septembre. Donc les France Élites, premier passage obligatoire, sont en première semaine d'août. Donc la saison va être très longue pour eux. Devoir faire les premières compétitions aujourd'hui, ils vont avoir beaucoup de temps et de compétitions à faire. Quels sont les clubs phares de l'athlétisme français en Élite 1, par exemple? Il y en a sur Paris, j'imagine, peut-être Lyon, Marseille? Les 2 premiers sont parisiens. On va dire la banlieue parisienne, c'est à Montreuil. D'accord. Et l'Entente de Franconville. Ok. Et Paris même en intérieur, non, c'est pas. D'accord. C'est la banlieue parisienne plus. Après, les plus gros clubs, Clermont, on a le SCO Sainte-Marguerite, Marseille, Lyon aujourd'hui. La Savoie vient de faire une entente de 13 clubs. Haute-Bretagne qui avait fait Aujourd'hui, on se retrouve en fait sur un phénomène en athlétisme où, pour mutualiser les moyens, les clubs s'associent entre eux, et donc on ne retrouve plus beaucoup de petits clubs, mais des associations de plusieurs clubs. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'argent conséquent dans l'athlétisme? Si. Aujourd'hui, l'athlétisme, ça reste le monde amateur. Si je prends, nos finances du Clermont Athlé, elles sont 100% publiques. Hein, c'est la ville, la métropole, la région et le département. Et notre budget, hors mise à disposition de matériel, c'est 350 000 €. Ah, ok. Ouais, c'est pas extraordinaire. Nous, on n'a aucun athlète professionnel salarié pour nous. On aide les athlètes, on leur permet la mise à disposition, les entraîneurs, l'ensemble, participer à l'ensemble des compétitions. Un jeune comme Yann, lui, il est salarié d'une entreprise qui lui permet d'aider et d'avancer. Sacha, lui, est professionnel et court les meetings pour les primes. Mais sinon, 95% de l'athlétisme, c'est 100% amateur. Ok, ouais, je sais que Yann, je le connais bien, il a un partenaire privé qui l'aide. Et c'est vrai que Sacha Zoya, lui, il en vit carrément. Donc, ce serait bien que tous les grands athlètes puissent vivre de l'athlétisme, en fait. Il faudrait, je dirais, le rugby a connu le passage du monde amateur au monde professionnel. Ouais. L'athlétisme, avec sa diversité, c'est plus difficile, c'est particulier, mais il faut apprendre à avoir ce virage, puisque malheureusement, comme toutes les associations, les subventions
vont plus dans le sens de se réduire que d'augmenter. Oui, Xavier, c'était pour rebondir surtout sur la discussion qu'on avait tous ensemble. On a reçu Charlotte Dumas il y a quelques semaines ici qui nous disait qu'elle est quand même vice-championne de France du 800 mètres. Et on est bien d'accord que moi je trouve ça totalement fou qu'une vice-championne de France aujourd'hui de sa discipline ne puisse pas vivre de sa passion et de son métier en soi, puisque c'est quand même un job à plein temps. On sait les heures d'entraînement qu'elle fait, donc je trouve ça assez fou, quoi. Ton avis là-dessus? J'imagine qu'il est le même que nous. Mais il est totalement le même, puisque c'est ce qui permettrait d'autant plus aux athlètes de se concentrer à 100% dans les entraînements. Mais aujourd'hui, la quote-part des athlètes qui peuvent vivre est vraiment très très faible. La fédération avait mis en place quelques systèmes pour essayer de payer, de salarier des athlètes, mais tous les systèmes qui ont été mis en place ont malheureusement mal fini. Et aujourd'hui, hormis des athlètes comme il y a pu avoir Renaud, qui continue toujours, mais voilà, où Sacha aujourd'hui, c'est de faire de la tournée des meetings et de gagner ces meetings pour encaisser les primes. Et sauf que on a cette possibilité que sur quelques disciplines, la Diamond League, etc., on n'a pas toutes les disciplines qui le permettent dans l'athlétisme. Ça veut dire que l'athlétisme est un sport élitiste, c'est ça en fait, parce que c'est les plus grands qui gagnent leur vie, quoi. C'est ça, c'est vraiment les plus grands, mais qui ont une régularité et qui sont capables de faire du haut niveau sur l'ensemble d'une saison. Certes, les Jeux Olympiques, c'est un instant, une compétition, mais c'est pas la compétition qui permet de gagner le plus. Est-ce qu'il y a des athlètes, des jeunes athlètes qui font partie de la structure de la Cité de tous les talents, avec un programme scolaire allégé un peu, ils peuvent s'entraîner? Est-ce que... On doit avoir 3 athlètes qui font partie du dispositif. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de dispositifs dans l'athlétisme. Aujourd'hui, au niveau régional, on a des pôles d'entraînement. La fédération, on a des pôles d'entraînement. On a 3 pôles sur Clermont-Ferrand, un pôle France Perche et 2 pôles d'e-espoir, un en lancer et un en demi-fond, donc qui permettent d'avoir des structures d'entraînement, et on est reconnu pour permettre aussi un accompagnement à ces athlètes au niveau scolaire sur l'ensemble de l'agglomération. C'est top. Mes amis, vous avez une question ou pas? Moi, je voulais savoir, l'athlétisme, ça représente quand même énormément de sports. Est-ce que tu as un sport favori ou pas? Tu n'as peut-être pas le droit de le dire, mais tu as une discipline que tu préfères? Alors, je ne suis pas arrivé que pour être président. J'ai 30 ans d'années de licence avant au Stade Clermontois et après au Clermont Athlé. Et j'ai fait partie du monde du lancer. J'ai pas un gabarit à faire du marathon. Et donc, lancer de quoi? Je lançais le marteau et le poids. Et je lançais à l'époque du père de Yann avec David. Et l'équipe qu'on était avec Roland Dufour, c'est la génération d'avant. Bon, c'est super ça. On va basculer sur le vélo. Donc Antoine, tu vas nous expliquer pourquoi Lenny Martinez va gagner le Tour de France cette année. Cette année? Ouais. Non, peut-être pas. Non, mais il y a un peu de concurrence cette année, Fabrice. Je veux pas... Même dans les années à venir. Un Slovène, tu veux dire un jeune Slovène? Oui, parce que un petit mec qui est en train de monter là, tout doucement. Le problème avec Pogacar, c'est que ça fait un moment qu'on en parle, mais il a que 26 ans, donc la retraite n'est pas encore là. Purée, ça veut dire qu'il peut gagner le Tour de France pendant 10 ans, quoi. Ouais, 34-35 ans, c'est ça? Bon, attends, on ne sait pas de quoi il fait demain. Ouais. Non, mais Lenny, c'est sûr, on le savait déjà que c'était un jeune prospect phénoménal, déjà de sa famille. Hein. C'est le petit-fils de Mariano Martinez, meilleur grimpeur du Tour de France dans les années 70, je crois. Mais c'est sûr qu'il confirme, dès cette année, il avait gagné une étape sur Paris-Nice. Après, il avait craqué pour le classement général, et là, Tour de Romandie, phénoménal. Il bat João Almeida en haut de la montée de Thion, monté à plus de 2000 mètres. João Almeida, ancien 4e du Tour de France l'année dernière, donc c'est pas n'importe qui, et coéquipier de Pogacar. Il craque sur le contre-la-montre, mais en même temps, c'est un poids-plume. Donc, ouais, c'est compliqué ça pour gagner le Tour de France. Ouais. Il y a de moins en moins de chronos, puisqu'aujourd'hui, on favorise la montagne, côté spectacle. Ouais. Mais après, sur 3 semaines, je pense qu'il est encore trop tendre face justement Pogacar, Vingegaard et Remco, par exemple. Ouais. Mais bon, pourquoi pas? En plus, il est dans une équipe qui veut construire autour de lui, la Bahrain Victorious. Donc, Remco Evenepoel, il gagnera jamais le Tour de France, il n'est pas assez bon grimpeur.
Si, là, regarde, l'année dernière, il termine 3e. Ouais. Après, le problème, c'est que Pogacar, justement, il a banalisé tout. On va gagner tout le temps. Aujourd'hui, Remco qui gagne pas une course, c'est pas grave, il monte en puissance. Là où Pogacar, il est toujours à 100%. C'est une anomalie. Je pense que Remco, c'est pour faire un peu un parallèle avec le tennis, on en discutait des fois, c'est un peu comme un Andy Murray, quoi, tu vois. Andy Murray, il était incroyable, mais sauf qu'il était à l'époque des Djoko, Nadal, Federer. Ouais. Donc en fait, mis face à ces gars-là, du coup, il n'a pas forcément gagné beaucoup de choses parce que il avait au-dessus plus fort que lui. Et des fois, quand tu arrives dans des générations comme ça où tu côtoies des Vingegaard et des Pogacar, malheureusement, ça va être difficile de faire ta place sur la grande boucle. Je parle. Après, le palmarès de Remco, c'est quand même de Liège, double champion olympique, champion du monde. Il a 25 ans. Ça. Ouais. Non, mais le problème, c'est que Pogacar, il banalise l'exceptionnel. Il est bon tout le temps. La preuve, Vingegaard, son calendrier, c'est Dauphiné Tour. Il lui dit, je fais pas autre chose si je veux pouvoir battre Pogacar. Pendant que l'autre, il va sur toutes les courses et il annule la concurrence, quoi. Et puis on a bien vu qu'on disait que Paris-Roubaix, etc., c'était pas fait pour lui, c'était fait pour les punchers, les mecs qui ont un peu de physique, entre guillemets. Et en fait, on a vu ce qu'il a fait. Donc, hormis son petit accident où il trébuche, je pense qu'il était pas loin de le gagner. S'il tombe pas dans le virage, je pense. Enfin, Van Der Poel était costaud, parce que quand même, il faut. Donc c'est pour ça que je pense que Tadej Pogacar aujourd'hui, il peut à la fois faire un très bon résultat sur des épreuves de plat et des contre-la-montre, comme sur des étapes de montagne. Donc c'est là où il est très dangereux. Après attention, il en a fait beaucoup. On sait que c'est aussi c'est compliqué d'être au top. Donc Tour de France, c'est 21 jours. Il peut avoir un jour sans. Ça lui est déjà arrivé. D'accord. Tu parles de Pogacar ? Ouais. Ok. C'est rare quand même. C'est très rare, mais je me rappelle au col de la Loze où il perd 7 minutes. Ce qui est colossal dans le monde du cyclisme. Il a eu une fringale ? Qu'est-ce qu'il a eu, un malaise ? Un coup de moins bien. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'aimerais bien perdre 7 minutes sur Vingegaard un jour moins bien. Mais... Ouais. Non, mais bon. Après, pour revenir à Lenny, laissons le temps. Il a que 22 ans, mais c'est sûr que... Mais c'est impressionnant quand même ce qu'il fait déjà. Non, mais c'est sûr, la maturité. Quand je vois qu'il est né en 2003. Sur Paris-Nice, le petit démarrage qu'il fait avant une arrivée d'étape, là, c'était impressionnant. Ouais, il a un coup de rein dévastateur. Ouais, franchement... Bon, ok, on restera sur cette phrase qui me plaît bien, moi, un coup de rein dévastateur. Je parle de vélo, évidemment. Bien sûr. Il n'y a aucun souci là-dessus. Xavier, donc le vélo, c'est un sport individuel, un peu comme l'athlétisme. Est-ce que toi, tu as regardé les Jeux Olympiques parce qu'on parlait d'Evenepoel qui a été champion olympique ? Est-ce que tu as regardé les Jeux Olympiques ? La réponse est oui, certainement. On est obligé quand on aime le sport. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe de France d'athlétisme qui a eu une médaille d'argent ? Ouf, parce qu'autrement c'était bredouille. Oui, c'est la cuillère en bois. Quelques championnats où on ramène plus grand-chose. C'est un peu le problème du manque de la culture de la gagne. Ça vient d'où à ton avis, ça ? Parce que l'athlétisme français dans les années 80-90, même 2000, ça gagnait des titres quand même. Ça vient d'où, toi ? À ton avis, pardon. Il n'y a jamais eu une grande moisson. La seule grande moisson qu'on avait, ça a été au niveau européen. Mais quand on rentre dans les championnats, où on rentre face aux États-Unis, la Chine qui est arrivée depuis les derniers Jeux à Pékin, la concurrence est devenue d'autant plus rude. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a aussi un peu un confort au niveau France. Et quand on regarde le niveau des performances, on a quand même une stagnation. On n'a pas un pic qui voit décoller beaucoup de performances des athlètes. On a un effet stagnation, voire un peu régression même. Est-ce qu'il y aura un Clermontois champion olympique en 2028 à Los Angeles ? J'aimerais bien et je veux bien le parier. Ce serait bien ça. Yann Chaussinan, champion olympique du lancer du marteau, et Charlotte Dumas, championne olympique du 800 mètres. Il nous a dit, Yann, qu'il est pour ça. Hein. C'est enregistré. Hein. Ouais. C'est un pronostic. Hein. C'est bien, il faut être ambitieux, il a raison. Hein. Ça. Non, mais c'est vrai qu'il a raison. Et puis c'est quelqu'un vraiment qui se donne à fond, quoi, et il va aller jusqu'au bout. Hein. Il est têtu pour ça. Ouais. Il l'a dans la tête et il le fera. Et il se donnera tous les moyens pour. Puis il reste 3 ans pour arriver à cet objectif, donc c'est atteignable. Moi, je lui souhaite. En plus, l'avantage en lancer, la maturité, elle vient plus tard. On a des lanceurs qu'on voit jusqu'à 35, 38 ans sur ce niveau de championnat, donc il a le temps de faire. On va parler football, parce qu'il faut parler football. Dans cette émission, on parle tout le temps football, et puis là, comme on sait que le PSG va gagner la Ligue des Champions, on va voir comment tout à l'heure. Ah non, pardon, Maxime. Non, Maxime n'est pas bien.
Je peux pas dire ça. Et puis moi, j'ai confiance en Paris pour se trouver. C'est quand même les spécialistes. Donc, peut-être qu'Arsenal va gagner 4-0 en fait. Non, mais au Parc des Princes. Je suis pas supporter parisien, mais je pense que tant que le coup de sifflet final n'est pas sifflé, mais ça, t'as raison. Ils dormiront pas. Parce qu'ils ont un don quand même. Ils ont le don de se faire peur, quoi, de se faire pipi dessus, voilà, en parlant poliment. Donc c'est pas parce que tu as gagné 1-0 en Angleterre que tu vas forcément passer. Ça, c'est sûr et certain. Le plus dur est fait de gagner à l'Emirates. Maintenant, faut conclure à la maison. Donc. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que cette année, ils font peur et ils sont un collectif très solide, sans superstar, avec un melon démesuré. Je ne vise personne. Ouais. Donc, moi, je crois bien que ce gars-là joue au Real Madrid maintenant, non ? J'en ne dirai pas plus. Je sais que tu l'aimes bien, Antoine, Kylian Mbappé. Notre supporter marseillais numéro 1, qu'est-ce qu'il pense du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ? Moi, honnêtement... En restant objectif, bien sûr, ça c'est une évidence. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Fabrice, je ne vois pas Arsenal gagner au Parc des Princes mercredi. Donc ça veut dire que tu vas faire nuit blanche encore jusqu'à la fin mai ? Non, mais écoute, honnêtement, le PSG, moi, m'impressionne. Enfin, il n'y a pas que moi qui les impressionne depuis le début de la saison. Antoine l'a dit, ils sont assez constants sur toute la saison. Bon, là, sur ces 3-4 derniers matchs, malheureusement, le naturel revient peut-être un peu au galop. Toi qui connais bien le football, Maxime. Ouais, dis-moi. Et je suis très sérieux. Comment ça se fait que le PSG tourne comme ça ? C'est parce que Messi, Mbappé, tout ça. Alors bon, Messi est parti déjà depuis un an, mais c'est parce qu'il y avait trop de stars à Paris, que c'était pas gérable dans le vestiaire. Comment ça se fait que c'est fluide comme ça cette année ? Je pense que Luis Enrique est un excellent coach, il l'a prouvé par le passé. Il serre la vis un peu, je trouve. Ouais, après voilà, le PSG a connu des grands coachs. Il y a eu des Carlos Ancelotti, il y a eu quand même des grands coachs. Ancelotti, il arrive au tout début. Ouais, c'est ça. C'est pas le même PSG que maintenant. Là, je pense que Luis Enrique a eu l'opportunité de pouvoir construire un effectif solide. Comme l'a dit Antoine, sans grosse individualité, avec des joueurs sur le papier. Barcola, on savait qu'il était bon, Gvara, on sait qu'il est bon, etc. Mais il y a une concurrence qui est saine, je pense, aussi dans le vestiaire. On voit que Dembélé peut laisser sa place à un Gvara, etc., sans forcément que l'un ou l'autre prenne la mouche. Donc je pense qu'aussi il y a une belle ossature et des joueurs qui jouent les uns pour les autres. Et donc je pense que c'est aussi la recette gagnante. On sent que l'équipe quand même vise le même objectif, j'ai l'impression. Xavier, une question qui me vient. Quand il y a 2-3 stars dans un club, est-ce que c'est facile à les gérer en athlétisme ? Ou c'est un peu moins facile, des fois il y a peut-être des coups de gueule, choses comme ça, non ? Comme partout. Après, pas des coups de gueule, des explications dans le bureau, je veux dire. Il y a toujours des explications, parce qu'il y a toujours des demandes un peu farfelues, mais l'avantage d'avoir un athlète phare, c'est ça tire vers le haut, et c'est ce qui permet au reste des athlètes, puisqu'il y a généralement des entraînements communs, d'aider les autres athlètes à monter vers le haut. Est-ce que, par exemple, toi, tu aurais été président du PSG, est-ce que tu aurais fait venir Messi et Neymar ou Mbappé en sachant qu'il y a déjà des vedettes ? Ibrahimovic a commencé un peu le cirque, parce que alors là, tout le monde jouait pour lui. Et lui, c'était, il avait, c'est pas un bocal qu'il avait, lui, c'est la planète Terre sur les épaules. Et donc, est-ce que toi, en tant que président, tu ferais venir tout un tas de stars comme ça, en sachant que c'est dur à gérer ? Alors, si je prends notre exemple à Clermont, on est l'un des plus gros clubs formateurs de jeunes. D'accord. Donc on donne en priorité la chance à nos jeunes et on aide à les faire monter. Donc je parierais plus sur l'effectif de formation que de faire venir que des grandes stars. C'est bien, ça c'est très très bien. Je pense que le Paris Saint-Germain aussi à un moment s'est perdu dans le côté sport business et marketing, et donc c'est sûr que Messi, Neymar, Mbappé, ça a fait vendre des maillots. David Beckham aussi en Asie. Pire encore. Ça c'est sûr, et David Beckham est venu pour, je crois, il a joué 6 mois ou 1 an. Et tu prends Buffon à 58 ans, enfin, si tu vois bien que c'était n'importe quoi. Donc c'est sûr que je pense clairement qu'à un moment ils ont eu ce côté un peu paillette qui a pu par contre faire basculer le club dans une autre dimension. Ouais. Qui a permis au club maintenant d'avoir une renommée mondiale, celle qu'on connaît. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment, l'ossature pour construire sur en plus les années. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont à la fois des jeunes, des recrues intelligentes. C'est pas du c'est du bon joueur, mais c'est pas du joueur des fois où on s'attend. Donc c'est bien du Joao Neves, etc. qui performent, mais qui sont discrets. D'accord. Allez, des pronostics, les gars, on se lance par contre. Qui va gagner la Ligue des Champions ? Antoine Lafont. Le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain en finale. Bien. Xavier.
On va rester franco-français, il faut que Paris gagne. Antoine Maxime, pardon. Alors moi je dirais Arsenal-Barcelone en finale et victoire du FC Barcelone. Mais toi tu es objectif par contre, enfin, je veux dire tu me dis ça. Ah mais bien sûr. Bon ok, j'adore son sourire quand il me regarde. Et toi Fabrice? Écoute, moi je pense que Barcelone va gagner la Ligue des Champions, mais juste pour ennuyer Kylian Mbappé, j'aimerais bien que ce soit le PSG. Ça serait mon lot de consolation aussi. Et psychologiquement, je pense qu'il est sous la couverture et il va regarder la télé pendant 1 an sans sortir de sa chambre, je pense. Ce serait bien. Et puis j'annonce que la Saint-Etienne va se maintenir. Faut être fou quand même pour annoncer ça aujourd'hui. Mais bon, non, le Clermont Foot. Non, j'en sais rien du tout. Parlons du Clermont Foot. Il a mis 3 buts. Après on s'étonne qu'il grêle en Auvergne. Mais... Eh ben c'est ça. Le Clermont Foot a mis 3 buts ce week-end. Maxime, tu vas nous en parler parce que tu y étais. Et pas 3 pénaltys, je précise. Et Antoine, est-ce que tu as pu voir le match ou un résumé? Non, j'ai rien à résumer parce que j'étais défaitiste. Je me suis dit ça sert à rien. Au final, ils m'ont fait mentir. Bon, tant mieux, je suis content d'avoir eu tort. Est-ce qu'ils peuvent se sauver, à ton avis? Les bas, de toute façon, ils peuvent être barragistes au mieux. Ouais. Faut pas perdre à Rodez, par contre. Enfin, Martigues va à Lorient. Rodez n'a plus rien à jouer. Lorient, ils ont encore le titre, je crois, à aller chercher. Ouais, ils ont encore le titre. Donc Lorient, normalement, devrait dérouler. On ne sait jamais, c'est le foot. Faut faire un nul à Rodez, quoi. Rodez, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, on sait qu'en plus, c'est un club partenaire du Clermont Foot. On se prête pas mal de joueurs mutuellement. Donc, je pense pas que ça va être trafiqué. Mais... Ce que j'ai peur, c'est que Murillo joue dans les buts et il n'a pas trop apprécié quand même d'être remercié comme ça du Clermont Foot. Il joue dans les buts à Rodez. J'ai peur qu'il sorte une grande partie quand même, quoi. Ouais, mais bon, écoute, je pense que ça va le faire. Même si on fait un match nul, ça suffira. Et puis, il faudra ce barrage contre Boulogne normalement. Donc, Xavier, est-ce que c'est essentiel qu'un club locomotive comme le Clermont Foot 63 doit se sauver en Ligue 2 parce qu'ils étaient en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça? Il ne faudrait pas qu'ils descendent en National, c'est essentiel quand même pour le sport local. Pour le sport local, il faut absolument qu'ils restent là. Je dirais même, ils auraient dû être dans le haut du tableau. C'est pas normal de le voir à ce niveau-là. Ouais, et le président n'a pas fait grand-chose a priori sportivement. Bon, je sais que maintenant il peut s'acheter au moins 2 baguettes au lieu d'une, mais des baguettes plaquées or. Baguettes plaquées or, ouais. Mais en Suisse, il n'y a que des baguettes plaquées or. C'est ça. Et donc, il n'a pas recruté sportivement. Donc, qu'est-ce que tu en penses en tant que président, toi? Même en athlétisme, si tu veux monter, il faut avoir des athlètes quand même. On est obligé d'avoir les athlètes. Après, les finances, c'est toujours le nerf de la guerre. Après, surtout pour un Suisse. Hein. Voilà, comment négocier et comment ça se fait. Après, je ne sais pas comment ça s'est déroulé chez eux. Mais je pense qu'avec le centre de formation qu'ils ont et tout le suivi, il n'y a pas de raison que ça remonte pas très vite. Okay. Et en plus, avec le beau stade qu'ils vont bientôt avoir, c'est la moindre des choses. On ne peut pas avoir un stade comme ça pour aller jouer en national. Ça, c'est vrai. Ça, tu as raison. Antoine, tu voulais rebondir? Non, c'est officiel. Le Puy, avec 7 points d'avance à 2 journées de la fin sur la SCAN, monte en National 1. Donc, bravo. Une bonne nouvelle pour le foot auvergnat. On félicite Stéphane Dieff, le coach, et puis bravo le Puy-en-Velay, qui va monter en National. J'espère que cette fois, qu'ils vont se maintenir, qu'ils ne vont pas faire l'ascenseur. C'est leur projet, après on verra. Mais... Maxime, tu as 1 minute. Mais moi, je trouve que honnêtement, c'est le plus beau match de la saison que j'ai vu au stade Gabriel Montpied. Donc voilà, comme l'a dit Antoine, des buts construits. Le premier but, honnêtement, j'ai cru que c'était le FC Barcelone, Fabrice. Honnêtement, je me suis pincé. Ça veut dire que Yamal aurait été prêté pour un week-end, non? Une passe aveugle, une talonnade, une frappe en première intention pleine lucarne. On dirait Pedri, Yamal, Lewandowski. Non, mais franchement, Yamal déguisé en Diédou. Ça. Donc honnêtement, je suis assez confiant pour ce dernier match. Je vois pas Lorient perdre au moustoir devant ses supporters. Ouais, pour fêter le titre en plus. C'est ça, pour fêter le titre, pour moi honnêtement c'est fait. Après voilà, on peut pas vendre la peau de l'ours sans leur tuer. On sait terriblement que les matchs au Clermont Foot, faut pas les dire gagner avant de les jouer. Donc voilà, on espère de tout cœur que quand même le Clermont Foot va rester en Ligue 2. Ouais, parce que moi je les vois bien taper Boulogne-sur-Mer après dans ce barrage aller-retour. Hein. Et en plus, on a donc Mazera qui est à la tête du club. Et moi je pense que si Mazera reste donc à la tête du Clermont Foot, on peut avoir une Pierre Sage et avoir un coach qui justement vient du centre de formation et qui peut amener le club sur les plus grands bancs de la Ligue 2. De retour sur le Goss FM avec Xavier Demey qui est toujours là. Donc ça veut dire qu'il se sent bien dans ce beau studio et qui nous écoute et qui donne des réponses très claires. C'est très intéressant en tout cas. Antoine Lafont et Maxime Secalo qui est toujours resté, même si on a annoncé que Paris allait gagner la Ligue des Champions.
Mais c'est un peu comme la pétanque d'Arlan, en fait. La pétanque d'Arlan n'était pas favorite. Et ils ont gagné la Coupe de France de pétanque. Il ne faut pas dire ça, parce que ça veut dire qu'on va recevoir Nasser El Khelaifi. Je viens de recevoir un texto de Nasser, d'ailleurs. Il me dit que Saint-Etienne va se maintenir, donc je lui fais confiance. Comme c'est lui qui dirige le football français. Donc il n'y a pas de souci. Il doit être bien renseigné, à mon avis. C'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle chaîne ? Ça me fait penser à ça. Donc, alors, Canal+ revient dans le jeu, en fait, et ils veulent faire un abonnement à 10 € pour les... alors que DAZN était à 39,90, donc là, il y a un truc qui m'échappe. DAZN, à la fin, je te rappelle qu'il donnait le menu dans un menu McDo. Donc, si si tu avais un cheeseburger, tu avais... Voilà, c'est ça. Donc bon, si tu veux... Tu pourras des Reims-Nantes. Et puis là, ils ont fait cessation de paiement à la Ligue, et je crois qu'ils doivent encore 100 millions, etc. Donc si tu veux, DAZN, je pense qu'il va falloir vite les oublier. Comme a été Mediapro, finalement, là, c'était le même combat. Non, pour en revenir à Canal+, moi je t'avoue que c'est par Canal+ que j'ai aimé le football français et la Ligue 1. Moi dans les années 2005, Paga, etc. Tu vois, c'était juste parfait. On avait J+1, une émission qui était d'autodérision, je trouve, comme on n'en fait plus. Donc pour moi, le retour du foot français sur Canal, c'est juste la base. C'est le diffuseur historique. C'est ça. Donc en fait, moi je voulais parler d'un grand match de rugby que j'ai vu à la télévision entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Et je me suis dit, pendant un moment quand même, je me suis posé la question tout seul sur mon canapé, est-ce que l'ASM Clermont-Auvergne pourrait être à ce niveau-là ? Je pense qu'il va falloir attendre 7-8 ans, mais je pense que c'est possible. Antoine ? Oui, je peux pas quantifier l'attente, mais oui, c'est sûr qu'on n'est pas sur la bonne réponse. On n'est pas sur la même planète que ces deux clubs. On le savait avant le match. Un match extraordinaire, quoi. Devant, derrière, Bordeaux, devant, ça va à 2000. Ils ont des avants maintenant qui tiennent la secousse. C'est l'équipe de France, quoi. Bordeaux et Toulouse. Ouais. C'est les deux viviers, donc. Je me suis régalé, franchement. Non, c'était un beau match de rugby. Un peu déçu pour Toulouse, je sais pas. J'aime cette machine toulousaine, donc. Moi aussi j'aime bien Toulouse, mais j'aime bien Bordeaux aussi. Moi, puis c'est vrai que Bordeaux a quand même souvent craqué perdu ses matchs importants, donc après bon, rien n'est fait, il reste une finale, mais. Ils avaient l'agnac dans les rucks et tout hier. Ils avaient vraiment l'agnac. Par contre, attention parce que c'est pas gagné. J'ai vu aussi Leinster Northampton. Northampton, ils ont un petit numéro 7 qui s'appelle Pollock, qui a 21 ans. Il est incroyable. Il est partout. Il marque un essai sur les cannes en début de première mi-temps, il me semble, ou de deuxième mi-temps, peu importe, mais vraiment, il est extraordinaire, ce jeune. Non, franchement. Personne parle tout le monde a l'air de sous-estimer cette équipe de Northampton. J'ai l'impression, quand je vois les déclarations, etc., des médias français notamment. Il y a quand même le 10 de l'Angleterre. Il y a Pollock, mais puis bon, ils ont sorti le Leinster qui restait sur 3 finales, alors perdu, mais qui restait sur 3 finales européennes. Et puis à Dublin en plus. À Dublin. Et tu leur mets 5 essais. Ça, c'est compliqué. Personne, je crois que c'est. Peut-être que l'ASM n'était pas allé gagner là-bas. Le Leinster avait pris 0 points en 8e, 0 points en quart. Ils en prennent 37 en demi. C'est La Rochelle qui avait gagné aussi à Leinster. Oui. Enfin, pour dire, on se retrouve pas en finale de Champions Cup quand on est mauvais. Donc, qu'est-ce que ça sera un bon match de rugby. On pourra dire qu'en tout cas, l'ASM aurait été éliminé peut-être par le champion d'Europe, Fabrice. Ça y est, je m'en doutais. Non, mais c'est bien, mais c'est vrai. Non, mais en plus, on n'avait pas démérité à Northampton. Ça sera une maigre consolation. On en prend 40 quand même. Ouais, mais on avait fait une prestation qui, pour moi, n'était pas un bon début de match. On a fait 20. Dommage que le rugby, ça joue en 80 minutes et pas en 20, quoi. C'est souvent le problème de Clermont cette année, ça. Xavier, qu'est-ce que tu penses, toi, du rugby français et de ces deux exemples de clubs que sont l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain qui, Toulouse, ils raflent tout, même en jeune, donc ça c'est un signe quand même. Toulouse est une très très belle machine, c'est un modèle, c'est pour beaucoup, si on pouvait tous suivre ce système. Dans tous les sports, dans tous les sports, se caler dessus, ça serait le top. Bordeaux aujourd'hui est un très beau modèle. Je dirais malheureusement, en chauvin comme je suis désolé que l'ASM ne soit pas à ce niveau. Je ne vais pas dire on regrette les quelques années en arrière, mais on souhaite vite que ça remonte et qu'on revienne sur ce devant. Oui, on le souhaite de tout cœur, mais ça va être difficile. On est encore dans la course, Fabrice. C'est vrai, Pas l'oublier. C'est vrai. Match à Castres, week-end prochain, ça va être compliqué ça. Mais bon, pourquoi pas, sur un match, tout est possible. On parle de Formule 1 rapidement, c'est le cas de le dire. Formule 1 rapidement. Je suis de plus en plus fort quand même. T'as mis le DRS, c'est pour ça. J'étais dans la zone DRS. Bon, je vous ai dit, les gars, en début de saison, qu'Oscar Piastri allait être champion du monde. Personne ne m'a cru. Et il a encore gagné. Donc il va être champion du monde. Antoine ? Non, mais j'avoue, quand tu as dit ça, j'ai un peu rigolé. Je pensais que Norris, son coéquipier, allait être supérieur. Je t'en veux pas, Antoine, t'es pardonné. Parce que l'année dernière, il avait quand même largement battu Piastri.
Mais je pense que soit Piastri a vraiment passé un gap cette année, soit Norris résiste pas à la pression. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Après, il reste encore 18 manches. Hein. Ouais. Ça peut être très long. Oui. Il y a aussi Verstappen qui est pas largué. Il va avoir des améliorations sur les voitures. Puis il va se battre, lui, Verstappen. Hein. Enfin, le connaissant, il va se battre jusqu'au bout. Il va rien laisser. S'il peut prendre, s'il gagner, il gagnera. Après, je pense qu'on peut déjà enterrer Ferrari. C'était mon pronostic, donc là, je pense que je peux rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'on pense d'Alpine ? Alpine, cette année, c'est une catastrophe, non ? Ils sont en Formule 1 ? Ouais. Il me semble, ouais. Non, mais je savais pas. Ou 4L Trophy, non ? Ah non, en Formule 1, vas-y Maxime. Non, ouais, c'est sûr que c'est compliqué pour Alpine cette année. Ça nous fait mal parce que honnêtement, les saisons précédentes, ils arrivaient quand même avec Gasly qui a remporté un Grand Prix, etc. Donc on avait bon espoir que les voitures s'améliorent. Non, mais honnêtement, Gasly n'a pas gagné de Grand Prix avec Alpine. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient recruté Gasly pour ça, justement. Okay. D'accord. Ils voyaient sur l'avenir, ils n'ont pas pris un Alonso comme a pris Aston Martin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils avaient quand même misé sur l'idée, c'était de grandir. Et là, ils sont plus en train de... Mais moi, je pense je me rappelle Renault, quand Renault dominait la Formule 1, Ligier aussi, ils avaient une équipe incroyable. C'est eux qui ont formé Piastri. Hein. Ouais. Piastri vient des jeunes écuries Renault. Il devait signer, il a dit non, je préfère aller chez McLaren. Personne ne comprenait. Je pense qu'aujourd'hui, il a fait le bon choix. Voilà. La Formule 1 française n'est pas en perdition, mais vraiment faible. Hein. Non, puis surtout, l'année prochaine, Alpine va être propulsé par des moteurs Mercedes. Et ça, quand on a un constructeur comme Renault, c'est une honte. Honnêtement, hein, c'est quand même très triste. Donc, On va appeler Toto Wolff, là, et puis j'ai son numéro de portable. Xavier, est-ce que tu regardes la Formule 1 ou pas du tout ? Tu n'es pas obligé de regarder la Formule 1, hein. Franchement, l'époque Ligier me parlait, mais nettement moins aujourd'hui. Ouais. On va terminer avec toi, Xavier. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tant que président ? Bien sûr, de remonter en Elite 1. Et puis, quel message tu as à faire passer ? Peut-être pour attirer des partenaires financiers, peut-être, je sais pas, un coup de gueule, un coup de cœur, ce que tu veux. Tu peux nous chanter une chanson si tu veux aussi. Hein. Non, alors là, sinon je vais faire venir la grêle, donc on va éviter. Non, là, l'objectif premier, ça reste les interclubs le 18 et on le souhaite absolument la remontée en Elite 1. Après, pour nos athlètes, je souhaite le meilleur. Hein. Les championnats arrivent, la saison arrive, elle ne fait que débuter, la saison estivale. Donc j'irai bonne chance à tous et que les perfs soient au rendez-vous, les records aussi, et le maximum d'athlètes dans les championnats internationaux. Est-ce que le 18 mai, l'entrée est payante ? Je me souviens plus. Pas du tout. Le 18 mai, l'enceinte du stade Philippe Marcombe est ouverte à tout le monde, donc tout le monde peut venir. On profite de cette nouvelle installation qui a maintenant plus d'une année, faite par la mairie de Clermont, mais c'est totalement ouvert, paysager. Vous pouvez passer faire la balade s'il fait un grand ciel bleu. Eh bien, on viendra. Est-ce que M. Bianchi-Olivier va se déplacer pour ce rendez-vous important ? Il vient un peu voir l'athlète ou pas ? Où il y a des gens de la mairie ou de la métropole qui viennent ? La mairie est prévue. Madame Rougerie, normalement, est confirmée. Et on devait nous confirmer la visite de M. Bianchi. D'accord. Puisque ça serait la première grande finale d'athlétisme au stade Philippe Marcombe. Donc, je ne vais pas dire que ça va faire office d'inauguration depuis un an, puisque pour l'instant, il y a surtout eu du rugby. Mais c'est la première vraie grande compétition d'athlétisme au stade Philippe Marcombe, donc tout le monde va en profiter pour venir. C'est génial ça. Et puis peut-être que Maxime Secalo, qui est de la métropole, il viendra aussi. Avec plaisir. Non mais c'est vrai, c'est Antoine. Antoine, tu viendras parce que c'est une belle compète d'athlétisme. J'ai une course de vélo à Pont-Gibaud. Bon, on ira à Pont-Gibaud alors. Mais c'est à 13h donc. Ah bah tu peux faut que je fasse le départ quoi. Ouais. Il fera le décrassage jusqu'à Philippe Marcombe après pour revenir. tu peux. Si tu me trouves le staff technique de Pogacar, je serai peut-être dans les temps pour. Comme t'es en Gironde, tu peux faire Pont-Gibaud, passer par le staff Philippe Marcombe. Sinon ça commence à 10h du matin, donc tu peux passer à l'ouverture. Les premières épreuves. J'ai pas d'excuses j'avoue. Voilà et pour info, Yann, son concours est à 15h et les derniers relais doivent être vers 16h30, donc. Le classement final aux alentours de 16h30. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Xavier Demey, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. À mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. Avec un S à sport. Le Goss FM.